Bien sûr. Euh, Bonjour, je m'appelle Martin Winkler, je suis médecin généraliste et écrivain. Et pendant 30 ans, j'ai travaillé dans un centre de planification et je me suis occupé de santé des femmes. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur la santé des femmes? Il y a énormément d'idées fausses qui circulent sur la santé des femmes et malheureusement, ces idées fausses ne sont pas véhiculées seulement par les femmes parce que, comment dirais-je, elles peuvent pas faire autrement, mais elles sont surtout véhiculées par les médecins. C'est-à-dire que les personnes qui devraient informer les femmes sur leur santé et qui sont donc les médecins ne le font pas et entretiennent un certain nombre d'idées fausses, un certain nombre d'idées reçues, ou bien quand les femmes expriment une idée sur leur santé, ils la balayent d'un revers de la main. Et ça veut dire qu'on ne les écoute pas, et ça veut dire on n'accorde pas de valeur à ce qu'elles pensent et à ce qu'elles ressentent, alors que c'est elles que ça concerne. Pourquoi? Le problème vient d'où? Le problème de la non-écoute des femmes par les médecins est à plusieurs niveaux. Il vient de la société française, qui est une société sexiste, patri patriarcale, paternaliste, machiste, et que donc les femmes n'ont pas la parole et on les croit pas. On ne les écoute pas, on les croit pas, on les ridiculise, on les humilie, on les houspille, etc. Et puis les médecins font partie, les médecins français pensent qu'ils font partie de l'élite. Donc ils reproduisent les valeurs de l'élite, c'est-à-dire qu'ils sont machistes, paternalistes, sexistes, etc. C'est en train de changer très progressivement parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui n'ont pas grandi dans cet état d'esprit, il y a de plus en plus de médecins qui sont des femmes. Hein. C'est en train le ratio entre les hommes et les femmes dans le corps médical est en train de s'inverser, mais ça met beaucoup de temps. Et surtout, les personnes qui continuent à enseigner la médecine sont pour la plupart des gens qui ont été formés il y a 30 ou 40 ans et qui ont des valeurs qui datent du 19e siècle et qui donc sont toujours aussi paternalistes, aussi machistes et aussi violentes avec les femmes. Dans votre livre, vous parlez de la charge physiologique qui pèse sur les femmes. Qu'est-ce que c'est ce concept? Alors, ce que j'appelle la charge physiologique, c'est une chose extrêmement simple, c'est que si vous prenez le corps d'un homme ne se transforme de façon très importante, radicale et visible qu'à la puberté. Puis après, il ne se transforme plus. Il vieillit, mais le vieillissement, ça fait partie de la physiologie de tout le monde. Tandis que le corps des femmes se transforme en permanence entre la puberté et même jusqu'après la ménopause. Pourquoi? Parce qu'il y a le cycle, il y a les règles, il y a les grossesses éventuelles, il y a les fausses couches, il y a les IVG quand on interrompt sa grossesse, il y a l'allaitement, et ça recommence, tout ça pendant 30 ans, si c'est entre 15 et 30, 50 ans, ça fait 35 ans, plus la ménopause qui elle-même comment dire, entraîne des changements physiologiques. Donc, la charge physiologique inhérente au fait d'être une femme est bien plus lourde que la charge physiologique inhérente au fait d'être un homme, parce que, encore une fois, un homme, en dehors de la puberté, il lui arrive rien. Et là, je parle seulement de la situation dans laquelle les gens ne sont pas malades, c'est-à-dire la situation dans laquelle leur corps fonctionne de manière physiologique, c'est-à-dire, on va dire, normale, enfin, en approximation. La charge physiologique des femmes est infiniment plus lourde, et pourtant, c'est pas ça qu'on enseigne aux étudiants en médecine, et pourtant, c'est pas l'attitude des médecins qui ont tendance à considérer que les plaintes des femmes au sujet de leur physiologie sont pas intéressantes, parce que c'est normal, après tout, c'est des femmes, si elles ont mal pendant leurs règles, c'est normal, on n'a rien à y faire. Non, c'est pas normal. Avoir des règles, c'est physiologique, mais avoir mal pendant ces règles, c'est pas physiologique. C'est quelque chose qui nécessite d'être soigné. Et le plus souvent, ça ne l'est pas. Alors, on va rentrer dans les questions plus précises qu'il y a notamment dans le livre. C'est quoi les pertes? Oh là, c'est quoi les pertes? Alors, ce qu'on appelle les pertes, sont tout simplement les sécrétions physiologiques du vagin qui varient avec le cycle hormonal, c'est-à-dire qu'en général, ces sécrétions sont un peu plus abondantes en milieu de cycle et un peu moins en fin de cycle. C'est exactement, les pertes, c'est des sécrétions physiologiques, aussi normales que les larmes, la salive, tout simplement parce que le vagin, c'est un organe auto-nettoyant qui se lubrifie tout seul, mais qui se lubrifie de façon cyclique.
Alors, il n'y a pas de... C'est pas une anomalie d'avoir des pertes. Simplement, toutes les femmes n'ont pas des sécrétions vaginales de la même quantité, de la même abondance. Il y en a qui en ont beaucoup et il y en a qui en ont peu. Et donc, en général, quand des femmes se plaignent d'avoir des pertes, c'est souvent parce qu'elles en ont un peu plus. Et ça peut être influencé par exemple par la pilule, hein, par la pilule contraceptive, ça peut modifier les pertes dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont plus de pertes et d'autres qui en ont moins, qui ont une sécheresse vaginale à cause de la pilule. C'est un phénomène physiologique qui peut être gênant, mais qui en soi, quand il est simplement rythmé par le cycle, n'a pas de caractère de gravité. C'est pas une maladie, c'est juste une variation normale de quelque chose qui est normal. Le cycle de 28 jours, c'est un mythe? Alors le cycle de 28 jours est un mythe parce qu'il a été inventé par les médecins au début du XXe siècle. En fait, une femme peut avoir un cycle parfaitement normal entre 23 et 35 jours. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un cycle normal, d'abord? Un cycle normal, c'est un cycle qui s'accompagne d'une ovulation et qui se termine par des règles. Qui commence par des règles, qui s'accompagne d'une ovulation et qui se termine par des règles. Et donc, la durée de ce cycle, entre deux périodes de règles, elle est très variable d'une femme à une autre. On considère qu'il y a à peu près 20 ou 25% des femmes qui ont un cycle à peu près de 28 jours. Ça peut être 25, ça peut être 29. Mais c'est complètement approximatif. Les médecins voulaient absolument que ça corresponde au cycle de la Lune, et en fait ils se trompaient, parce que le cycle de la Lune, c'est pas 28 jours, c'est 29. Et donc, parce qu'ils disaient, ah bah oui, ça va avec la Lune, les femmes. Mais c'est pas vrai du tout, le cycle n'est pas du tout rythmé par la Lune. Et donc tous les cycles font pas 28, on n'ovule pas nécessairement au 14e jour, quoi. Alors, non seulement le cycle ne dure pas 28 jours chez toutes les femmes, mais effectivement, l'ovulation n'a pas toujours lieu au 14e jour. On pense, mais là encore, c'est une approximation, parce que c'est très difficile à vérifier, on pense qu'en général, les femmes ovulent 14 jours avant leurs règles, quand elles n'ont pas de grossesse qui débute après. Mais c'est pas toujours vrai, hein, puisqu'on voit des femmes qui sont enceintes quand elles ont des rapports sexuels, des rapports hétérosexuels au moment de leurs règles, juste avant ou juste après, ça veut dire qu'elles ont ovulé dans les jours qui ont suivi. Parce que l'ovocyte ne vit qu'un jour. Donc il y a des ovulations qui peuvent avoir lieu à peu près n'importe quand dans le cycle. C'est pour ça que, à moins qu'une femme ait un cycle véritablement régulier, court ou long, peu importe, et qu'elle soit extrêmement, et qu'elle soit extrêmement précautionneuse, c'est très difficile d'avoir une contraception complètement fiable quand on se fie seulement à son cycle. Parce qu'il y a toujours des ovulations qui peuvent survenir à des moments où on ne l'a pas prévu, sous l'effet du stress, sous l'effet d'un accident, sous l'effet de n'importe quoi. Le corps d'un individu, c'est pas une machine. Le corps d'un individu, c'est de la biologie, et la biologie, c'est pas une horloge, c'est quelque chose qui fonctionne de façon qui peut être imprévisible. Donc ça discrédite complètement tout. Non. Je veux surtout pas qu'on pense que les contraceptions naturelles ne sont pas des bonnes contraceptions, parce que la meilleure contraception, c'est celle que la femme choisit en fonction de sa physiologie. Donc il y a des femmes qui utilisent une contraception naturelle et ça marche très bien, parce qu'elles se connaissent très bien et puis parce qu'elles prennent un certain nombre de précautions. C'est simplement que ça n'est pas possible pour toutes les femmes. Donc il ne faut pas discréditer. Mais c'est la même chose pour toutes les contraceptions. Un couple peut très bien avoir une contraception tout à fait efficace en utilisant uniquement des condoms, des préservatifs, et puis un autre couple, ça ne marchera pas bien pour des tas de raisons. Je crois que ce qu'il faut surtout, sur quoi il faut insister, c'est que c'est les femmes qui doivent utiliser la contraception de leur choix en fonction de leur physiologie, en fonction de ce qu'elles savent d'elles-mêmes, et en fonction de ce qu'elles préfèrent. Mais il ne faut surtout pas que ce soit quelqu'un qui dise « ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Mais la plupart des gynécos, parce que moi c'était un sujet sur lequel j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'académie même le corps de métier rejette l'idée même de contraception naturelle et dit qu'ils n'en parleraient jamais à leurs patientes parce que ce serait trop risqué, quoi. C'est la pas bonne pratique. Les médecins qui disqualifient une méthode de contraception sont incompétents. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la meilleure contraception, et ça, dans les pays, ça, il n'y a qu'en France que les médecins disqualifient tel ou tel type de contraception. Vous savez, ils ont disqualifié le stérilet pour les adolescentes en disant non, on ne peut pas poser de stérilet à des adolescentes. Dans le monde anglo-saxon, on disqualifie rien. On vous propose des méthodes et on vous dit, c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient.
De toute façon, le risque d'échec, qui existe pour toutes les méthodes, le risque d'échec, c'est vous qui allez l'assumer. Donc il faut que vous assumiez un risque que vous connaissez à partir de méthodes que vous choisissez. Si une femme veut choisir une méthode de contraception naturelle, c'est son droit le plus strict, et personne n'a le droit ni de l'humilier, ni de la disqualifier, ni de l'insulter, ni de la menacer. C'est juste pas respectueux, et on ne peut pas soigner des gens en étant irrespectueux avec eux ou avec elles. Quand un corps de métier dit non, non, ça ne faut pas le faire, alors qu'il n'y a pas d'argument scientifique pour le dire, c'est inacceptable. Donc moi, je n'ai jamais disqualifié aucune méthode, mais encore une fois, je préviens toujours les femmes que la méthode qu'elle va choisir, c'est une méthode qu'elle doit très très bien connaître pour l'utiliser au mieux. Et c'est le rôle du médecin de donner tous les éléments à une femme qui choisit n'importe quelle méthode pour qu'elle l'utilise au mieux et qu'elle soit le plus efficace possible. Très bien. Alors du coup, si je n'ai pas mes règles et que je ne suis pas enceinte, est-ce que ça veut dire que j'ai pas ovulé? Alors, on peut ne pas avoir ses règles et ne pas être enceinte, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas ovulé. Ça peut vouloir dire qu'on n'a pas ovulé, mais ça peut vouloir dire aussi, par exemple, ça arrive très souvent avec certaines femmes qui utilisent une méthode de contraception hormonale, que la contraception hormonale, le progestatif, une des deux hormones, enfin l'hormone qui est présente dans toutes les méthodes hormonales, le progestatif amincit la paroi de l'endomètre. L'endomètre, c'est la paroi intérieure de l'utérus, c'est ce qui se détache sous forme de règles au moment des règles. Et si la paroi est très amincie par l'utilisation de progestérone, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est contraceptif, c'est-à-dire qu'une grossesse ne peut pas s'implanter à ce moment-là dans l'endomètre, et bien à ce moment-là, elle va saigner très peu, ou pas du tout. Donc on peut très bien ne pas avoir ses règles sans être enceinte, et alors évidemment, dans ce cas-là, on peut ne pas avoir ovulé si on a une méthode qui bloque l'ovulation, mais il y a des méthodes qui amincissent la paroi intérieure de l'endomètre sans bloquer l'ovulation. Il y a des femmes qui ont des symptômes, en particulier qui sentent leur ovulation, ce qu'on appelle le Mittelschmerz en allemand. Elles ont une sensibilité en particulier d'un côté ou de l'autre de l'utérus au moment de l'ovulation, et elles continuent à la sentir, donc il est très probable qu'elles continuent à ovuler, mais elles n'ont pas de règles parce qu'il n'y a pas d'endomètre qui se détache, donc il n'y a pas de règles. Est-ce que c'est dangereux de prendre la pilule en continu? C'est pas du tout dangereux de prendre la pilule en continu pour ne pas avoir de règles. Au contraire, ça augmente l'efficacité de la pilule parce que c'est quand il y a un délai entre deux plaquettes qui est supérieur à 8 jours qu'il peut y avoir une ovulation et donc une grossesse. Donc si on prend la pilule en continu, il n'y a plus de délai supérieur à 8 jours. Et même un oubli de 24 heures n'a plus aucune importance. Non seulement c'est pas dangereux, mais en plus c'est ce qui se passe avec certaines méthodes de contraception, comme l'implant, comme les injections de progestatifs, comme le stérilet hormonal, où très souvent les femmes n'ont plus de règles. Alors pendant 3, 4, 5 ans. C'est ce qui se passe aussi pendant la grossesse. Une femme qui est enceinte, elle n'a pas de règles. Donc le fait de ne pas avoir ses règles, c'est pas du tout dangereux. C'est même une des situations les plus physiologiques qui soit, puisque encore une fois, pendant une grossesse, on n'a pas de règles. L'idée selon laquelle il faudrait avoir des règles pour se purifier ou je ne sais quoi, c'est une idée reçue, ça n'a rien à voir avec une purification. Les règles, c'est tout simplement le renouvellement de la paroi intérieure de l'endomètre en prévision d'une grossesse. C'est-à-dire que pour que l'endomètre puisse accueillir une grossesse et avoir des échanges qui soient des échanges qui facilitent cette grossesse, il faut que les cellules qui le tapissent soient renouvelées à peu près tous les mois. Mais si la femme ne tient pas à être enceinte, elle n'a pas besoin de les renouveler. Donc, elle peut très bien se passer de règles. Et pourquoi, du coup, les fabricants, les labos ont laissé cet espace de quelques jours? Alors, quand la pilule a été inventée, on ne dosait pas les pilules de la même manière qu'aujourd'hui. On donnait des doses très fortes. Pourquoi? Parce qu'on voulait reproduire, parce que c'est ça le principe de la pilule. La pilule reproduit l'état hormonal de la grossesse. Parce qu'une femme enceinte n'ovule pas. Donc on lui donne des hormones pour faire croire à son cerveau, qui déclenche l'ovulation, qu'il y a une grossesse en cours. Et à ce moment-là, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'ovulation qui se produit. Mais au début, on donnait des doses très fortes. Et comme on donnait des doses très fortes, non seulement on empêchait l'ovulation, mais on créait des symptômes de grossesse. Donc les femmes avaient les seins gonflés, elles avaient des nausées, elles avaient envie de dormir tout le temps, etc. Donc elles disaient, je prends une pilule pour ne pas être enceinte, et j'ai des signes de grossesse. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Avant de diminuer les doses, on a dit, tiens, on sait que en prenant 3 semaines de pilule, on est efficace
efficace 4 semaines, c'est-à-dire que l'ovulation ne se reproduit pas avant le 8e jour qui suit l'arrêt de la pilule. Donc on va arrêter la pilule et on va artificiellement provoquer des saignements. C'est ce qu'on appelle une hémorragie de privation. Ce n'est pas des vraies règles, c'est juste le fait que l'endomètre, ne recevant plus d'hormones, là, se détache. Ce n'est pas des règles physiologiques comme les règles d'un cycle d'une femme qui ne prend pas la pilule. Donc ils ont mis au point cet espace de cette semaine d'arrêt pour rassurer les femmes sur le fait qu'elles n'étaient pas enceintes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à leur expliquer, c'est dire à quel point ils les prenaient pour des cruches, ils n'arrivaient pas à leur expliquer que non, ce n'était pas des signes de grossesse, c'était des signes liés au traitement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des pilules très faiblement dosées dont la fenêtre d'interruption n'est pas de 7 jours mais de 4. Tout simplement parce que si on arrête 7 jours, on risque de provoquer une ovulation. Alors, ils arrêtent 4 jours seulement. Une femme peut très bien prendre sa pilule en continu. Aux États-Unis et même maintenant en France, il y a des pilules qui se prennent 90 jours de suite, sans aucun problème. Et les professionnels de santé qui disent c'est dangereux, c'est pas naturel, c'est ceci, c'est cela, n'y connaissent strictement rien. Ça veut dire qu'ils connaissent rien à la physiologie de l'ovulation. Est-ce que c'est vrai que les femmes qui vivent ensemble finissent par être toutes réglées en même temps? Alors, pendant longtemps, c'est une idée reçue. On a pensé que les femmes qui vivaient ensemble étaient rythmées et avaient leurs règles en même temps. Et ça peut arriver, mais c'est un hasard. C'est simplement que quand vous comment dirais-je, c'est comme les métronomes. Vous lancez 4 ou 5 métronomes à une vitesse différente. Il va arriver à un moment où ils vont se synchroniser. Tout simplement parce que c'est la mécanique de la rythmologie, c'est comme ça. Il arrive un moment où tous les rythmes se croisent. Et puis, vous allez les entendre se synchroniser, et puis 3 secondes après, ils vont se désynchroniser. Donc, bien sûr, des femmes qui vivent ensemble, et qui vivent ensemble toute l'année, c'est tout à fait possible qu'il arrive un mois où elles sont réglées à 3 jours d'intervalle. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elles vivent ensemble. C'est tout simplement un hasard lié, encore une fois, à une rythmologie qui finit par se croiser. Le désir sexuel féminin est-il uniquement une question d'hormones? Alors, quand j'écrivais mon livre sur la contraception, je lisais un grand spécialiste de la contraception qui s'appelle John Guilbeault et qui disait c'est vrai que par exemple un certain nombre de femmes disent quand elles prennent une contraception hormonale, elles ont moins de désir et il faut les entendre. Mais il faut quand même se rappeler tout le temps que la zone érogène numéro 1 chez toutes les personnes, c'est le cerveau. C'est-à-dire que la libido, elle est essentiellement fonction de ce qui se passe dans notre cerveau, qui peut être influencé par les hormones, mais pas toujours. Ça peut être influencé par plein d'autres choses qui sont les aléas de la vie, le fait qu'on est en vacances, le fait qu'on est reposé alors qu'avant on était fatigué, ou le fait qu'on est fatigué, etc. Donc, oui, bien sûr que la libido peut être influencée par les hormones, mais il n'y a pas que ça. Si c'était que ça, les femmes qui ont passé le stade de la ménopause n'auraient plus de rapport sexuel, n'auraient plus de désir sexuel, ce qui n'est pas le cas. On peut avoir du désir sexuel toute sa vie, y compris jusqu'à un âge très avancé. Hein. Il n'y a qu'à aller demander aux personnes qui vivent en communauté de personnes du 3e âge, ça ne les empêche pas de faire des galipettes. Et on en pense quoi aussi de cette idée que les femmes, elles ont moins de désir sexuel que les hommes? Alors la question de la différence du désir sexuel, c'est aussi très compliqué, parce que il y a des hommes qui ont très peu de désir sexuel, évidemment on n'en parle pas. Il y a des femmes qui ont beaucoup de désir sexuel, et là on dit elles ne sont pas normales. Ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est lié à la culture, à l'éducation, aux préjugés. C'est-à-dire que fondamentalement, dans les sociétés patriarcales, on considère que les femmes ne doivent pas avoir de désir sexuel. Et en tout cas, elles ne doivent pas l'exprimer. Bon. Donc évidemment, si vous dites aux femmes « Non, vous ne devez pas exprimer votre désir sexuel », on peut avoir le sentiment qu'elles n'en ont pas puisqu'elles n'en parlent pas. Mais je pense que c'est une question d'individu, ce n'est pas une question de genre. Il y a des personnes de tous les genres qui ont beaucoup ou pas du tout de désir sexuel, et même des personnes qui sont asexuelles, qui n'ont pas de désir du tout, quel que soit leur genre. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup influencé par les idées reçues
et par les préjugés qui sont véhiculés, encore une fois, par la société et aussi, malheureusement, souvent par les médecins. Comment contracte-t-on une IST? Alors une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. On la contracte en général quand on a un contact sexuel. Mais un contact sexuel, ça peut être un contact sexuel par les organes sexuels, ça peut être par les doigts, ça peut être par la bouche, ou ça peut être par un contact anal. C'est-à-dire que toutes les zones qui sont susceptibles de rentrer en contact avec un organe sexuel peuvent elles-mêmes être infectées. Un herpès buccal, c'est un herpès qu'on peut refiler. Un herpès buccal qui est un herpès qui n'est pas, un herpès génital. Hein. Il y a deux formes d'herpès, il y a l'herpès buccal et l'herpès génital, mais on peut très bien coller un herpès buccal à une personne en ayant un rapport sexuel oral avec elle, ou attraper un herpès génital en ayant un rapport sexuel oral. Donc c'est une maladie qu'on contracte avec un rapport sexuel. Mais les rapports sexuels étant extrêmement variés, il y a beaucoup de maladies qu'on peut attraper comme ça. Les principales, c'est quand même l'herpès, la gonococcie, le VIH, la syphilis. Est-ce qu'il y a un âge, on passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir un enfant? Est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir un enfant? Non, l'âge limite, c'est est-ce qu'on ovule et est-ce qu'on peut être enceinte? Il y a tout un mythe autour de 35 qui serait l'âge non, alors non, c'est pas vrai. Alors, il n'est pas du tout vrai qu'on ne peut pas avoir d'enfant après 35 ans. La fertilité après 35 ans, elle est encore de 70%. Après 40-42 ans, elle tombe à 30. Mais à 30%, c'est pas zéro. Moi, j'ai vu, au cours de ma carrière, j'ai vu d'innombrables femmes qui avaient plus de 40-45 ans et qui étaient enceintes. Et d'ailleurs, c'était de la faute des médecins parce que les médecins leur avaient dit « à votre âge, vous ne risquez plus rien ». Mais c'est pas vrai. Tant qu'une femme n'est pas ménopausée, en théorie, elle peut être enceinte. Et il suffit d'une fois. Il suffit d'un rapport sexuel. Si elle a ce rapport sexuel au moment où elle ovule, même si elle ovule de façon épisodique, elle peut être enceinte. Et une femme qui a un cycle irrégulier à 43 ou 45 ou 47 ans, et à qui on dit « ah ben non, c'est plus la peine de prendre des précautions », elle ne va pas s'arrêter d'avoir des relations sexuelles, au contraire, et elle va peut-être en avoir régulièrement. Donc la loi des probabilités fait que le jour où elle va ovuler, même si elle ovule pas tous les mois, le jour où elle va ovuler, elle risque effectivement d'avoir un rapport sexuel dans les jours qui précèdent d'être enceinte. Mais est-ce que c'est vrai que c'est plus dangereux? Le danger d'une grossesse, entre guillemets, tardive, est de deux ordres. Il y a le danger lié à l'âge des gamètes. Les gamètes, c'est les cellules de la reproduction. Si les deux parents sont âgés, c'est-à-dire si la femme a 45-48 ans, et si l'homme lui-même a plus de 50 ans, il peut y avoir des problèmes d'anomalie, parce que les anomalies se multiplient, sont plus importantes quand les deux parents sont âgés. L'autre risque, c'est pour la femme. Et une femme qui a 45 ans, tout dépend de l'état dans lequel elle est. Si elle est en parfaite santé, elle peut mener une grossesse sans problème. Si elle a déjà des problèmes de santé préalables, si elle est diabétique, si elle a une hypertension importante, par exemple, ou si elle a une maladie cardiaque, là, c'est dangereux. Mais ce serait dangereux à 25 ans aussi. Donc c'est l'état de santé de la femme qui fait que la grossesse, pour elle, est dangereuse ou non. C'est pas son âge dans l'absolu. Pourquoi faut-il attendre 3 mois? Il faut d'ailleurs attendre 3 mois. Quelle est cette idée-là? Il y a une coutume qui consiste à attendre le 3e mois pour annoncer sa grossesse. C'est lié au fait que un très grand nombre de grossesses qui débutent s'interrompent pendant le premier trimestre. C'est ce qu'on appelle une fausse couche spontanée. Et cette fausse couche spontanée est liée aux malformations de l'embryon. C'est-à-dire que l'embryon fabrique les hormones qui lui permettent d'habiter l'utérus de la mère et de continuer sa croissance. S'il est mal formé, il ne va pas fabriquer les hormones qu'il faut, et l'utérus va le rejeter comme un corps étranger. C'est donc une manière, si vous voulez, de ne pas poursuivre une grossesse avec des malformations multiples. C'est une sorte de forme de sécurité, si vous voulez, et pour la mère, parce que porter une grossesse très très mal formée, ça peut être dangereux pour elle. Il y a des problèmes vasculaires qui peuvent être dangereux pour elle. Et puis après, si on met au monde un enfant extrêmement mal formé, sa vie va être très courte
et extrêmement pénible. Donc, l'évolution a fait que les grossesses qui ne sont pas viables s'éliminent par elles-mêmes pendant, et 9 fois sur 10, c'est pendant les 3 premiers mois. Donc ça peut être après 8 jours de retard de règles, mais ça peut être après 10 semaines. Donc traditionnellement, dans toutes les sociétés humaines, les femmes savent depuis des temps immémoriaux qu'une grossesse de moins de 3 mois, elle peut ne pas tenir. Pour des raisons qui sont des raisons à la fois conjuratoires, rituelles, etc., on n'annonce pas une grossesse trop tôt parce que c'est là que cette grossesse peut s'interrompre. Et c'est devenu, après, plus ou moins une règle ou une norme en fonction des sociétés. Mais il n'y a rien d'obligatoire à cacher une grossesse. À partir du moment où vous êtes prévenu, où tout le monde est prévenu que cette grossesse qui débute, des fois, elle peut s'interrompre spontanément, et c'est pas un drame. Ça peut être très pénible pour la femme, mais c'est pas un drame, parce que ça veut rien dire sur sa fertilité. Donc, à partir du moment où on est prévenu, on fait ce qu'on veut. Si on veut l'annoncer tout de suite, on le fait tout de suite. Si on veut pas l'annoncer tout de suite, on l'annonce pas. Ouais, c'est ça que je voulais que vous disiez, mais vous l'avez dit, parce que je crois qu'il y a assez peu de femmes qui savent que c'est très courant, en fait, les fausses couches, et que c'est vécu un peu comme un drame à chaque fois. Alors, Inquiétant. Pardon ? Alors que ce n'est pas inquiétant, Oui, finalement. voilà, c'est très important de savoir ça. C'est qu'une fausse couche spontanée pendant le premier trimestre, c'est un phénomène physiologique. Quand les femmes n'avaient pas de contraception, c'est-à-dire qu'elles pouvaient être enceintes n'importe quand dans leur vie, elles le savaient. Elles le savaient parce que leur mère, leur sœur, leur cousine leur avaient dit, tu sais, il y a des grossesses qui ne tiennent pas. Et des fois, elles souhaitaient que la grossesse ne tienne pas, parce qu'elles n'avaient pas envie forcément d'être enceintes d'un 6e marmot en 8 ans. Bon. Mais depuis que les femmes ont accès à la contraception, et que donc elles contrôlent le moment où elles vont décider d'être enceintes, où ce sera favorable pour d'être enceintes, on ne leur dit plus. Elles ont oublié parce que la société l'a oublié, mais les médecins ne leur disent plus. Moi, c'est quelque chose que je disais toujours à une femme qui venait me voir en me disant « Bon, j'ai l'intention d'être enceinte d'ici quelques mois, quand est-ce que j'arrête ma pilule ?» Alors je dis vous l'arrêtez quand vous voulez. Bon, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Je dis, non, vous faites rien, vous attendez. Mais sachez que il arrive parfois qu'une grossesse qui débute s'interrompt spontanément. C'est pas lié à la pilule, c'est pas lié au fait que vous êtes en mauvaise santé, c'est lié au fait que le tirage au sort de temps en temps fait que la grossesse n'est pas viable, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, si elle s'arrête à 10 semaines, c'est désagréable parce que c'est une sorte d'avortement spontané, c'est quand même assez douloureux pour une femme. Si ça s'arrête parce qu'au bout de 15 jours de retard de règles, en général, c'est des règles un peu plus abondantes, des saignements un peu plus abondants que des règles normales. Donc ça, c'est pas catastrophique. Mais il faut que les femmes soient prévenues. Il faut qu'on leur dise, ça fait partie de la physiologie. On considère qu'une femme n'a un problème de reproduction que si elle fait 3 fausses couches d'affilée. Bon, la plupart des femmes ne font jamais 3 fausses couches d'affilée. Elles peuvent faire une fausse couche entre 2 grossesses normales, ça arrive souvent. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est jamais 3 fois d'affilée. Est-ce que avorter, ça compromet ses chances de tomber enceinte plus tard? L'interruption de grossesse telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire soit l'interruption de grossesse par médicament, soit l'interruption de grossesse par aspiration, est entièrement sécuritaire. Moi, en 25 ans d'exercice dans la planification, dont 17 ans d'IVG, j'ai pas vu un décès. J'en ai pas vu un. Et j'ai pas entendu parler d'un décès en France par IVG. En revanche, les avortements clandestins, qui étaient sceptiques, c'est-à-dire qu'on risquait d'infecter les femmes, ça tuait. Donc non, une IVG, premièrement, c'est pas dangereux. Deuxièmement, ça compromet pas, encore une fois, la fertilité, tout simplement parce que on le fait dans des conditions qui sont aussi proches de la physiologie, c'est-à-dire d'un avortement spontané, physiologique, que possible. Quand c'est par médicament, on provoque l'avortement spontané par des médicaments qui, en fait, empêchent l'embryon de se développer. Quand c'est par aspiration, on aspire l'embryon. C'est tout ce qu'on fait. C'est pas l'aspiration de l'embryon, c'est pas quelque chose qui est traumatisant pour l'utérus ou qui est traumatisant pour la fertilité de la femme. Donc une IVG faite dans un centre d'interruption de grossesse par des gens qui sont, dont c'est le métier, ça n'est absolument pas dangereux, ni pour la femme, ni pour sa fertilité. Ça va être la même question, mais avec la pilule du lendemain.
Alors la pilule du lendemain est une méthode extrêmement fiable qui est utilisée dans le monde entier, qui a été mise au point principalement au début pour les pays en développement et pour les femmes qui n'avaient pas accès à une contraception courante. C'est une méthode d'une très grande sécurité d'emploi. Encore une fois, il n'y a pas un décès au monde par utilisation de la pilule du lendemain. Il n'y en a pas un. On ne peut pas faire plus. On peut pas. Pardon, on peut pas. Est-ce que c'est dangereux pour la santé parce qu'il y a des... Alors, l'utilisation de la pilule du lendemain n'est pas du tout dangereuse pour la santé. Elle n'est même pas dangereuse si une femme prend une pilule du lendemain 3 fois dans le mois. Simplement, ça entraîne des troubles du cycle, donc elle risque d'avoir des saignements répétés si elle prend cette pilule du lendemain à 3 reprises à peu de temps d'intervalle. C'est pas dangereux en soi, c'est juste extrêmement désagréable et ça va entraîner une confusion sur quand est-ce que je peux être enceinte, quand est-ce que je peux pas être enceinte. Si on est amené à utiliser la pilule du lendemain à plusieurs reprises, ça veut dire qu'on a besoin d'une contraception permanente, qui peut être un stérilet, qui peut être une pilule classique, qui peut être un implant. Mais en soi, ça ne présente pas de danger. Et ça rend pas stérile. Et l'utilisation de la pilule du lendemain... la pilule du lendemain, c'est de la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qu'une femme enceinte fabrique, que l'embryon de la femme enceinte fabrique pendant la grossesse. La dose de pilule du lendemain qu'une femme prend pour ne pas être enceinte est environ 200 fois inférieure aux doses quotidiennes d'hormones qui circulent dans le corps d'une femme enceinte. Donc, si la pilule du lendemain rendait stérile, ça voudrait dire que la grossesse doit rendre stérile. Non. C'est une hormone physiologique, encore une fois, qui est prise en quantité infinitésimale par rapport à la quantité d'hormones. Regardez comment le corps d'une femme se transforme quand elle est enceinte. Parce que c'est les hormones de l'embryon et ces hormones à elle qui la modifient pour la grossesse. Une pilule du lendemain ne fait jamais ça. Vous voyez, c'est de cet ordre d'idée. Donc non, une pilule du lendemain ne peut pas rendre stérile. Je vous ai perdu. Vous m'entendez plus? C'est bon, si. Non, mais c'est fou parce que ça circule tellement, cette idée-là. Oui. Ben, les idées reçues sur la contraception, et en particulier sur les idées selon lesquelles la contraception rendrait les femmes stériles, sont très souvent véhiculées par des personnes qui sont opposées à la contraception. Et qui ne veulent pas que les femmes disposent de leur corps comme elles l'entendent. Elles ne veulent pas que les femmes disposent de leur sexualité comme elles l'entendent. Ce ne sont pas des discours scientifiques, ce sont des discours idéologiques et terroristes. Et donc il ne faut absolument pas les écouter. De toute façon, quand on est une femme, si on vous donne une information, et si cette information vous fait peur, c'est soit pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, soit pour vous vendre quelque chose. Vous ne devez jamais écouter une information qui est destinée et qui a pour effet de vous faire peur. Pourquoi? Parce que c'est paternaliste, et parce que c'est violent, et donc ça ne peut pas être une information vraie. Si on vous donne une information et que vous décidez de prendre ou de ne pas prendre un risque, très bien. Mais si cette information est destinée à vous empêcher de vous comporter, à vous empêcher de faire les choix que vous voulez faire, ce n'est pas une information que vous devez écouter. Jamais. C'est noté. On arrive à la fin. Sur la question de l'hymen aussi, qui circule beaucoup chez les jeunes, je crois. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça garantit ma virginité? Est-ce qu'on saigne forcément lors d'un premier rapport sexuel? Ce genre de truc. L'hymen est une construction sociale. C'est-à-dire que on pense que chez certaines femmes, il y a une membrane qui ferme le vagin à la naissance et qui disparaît. Enfin, on le pense, on l'observe, mais elle disparaît progressivement tout simplement parce que cette membrane, c'est ce qu'on appelle un vestige évolutionnaire. C'est-à-dire que quand les êtres humains marchaient à 4 pattes, c'était utile qu'il y ait une membrane qui ferme le vagin tout simplement pour empêcher les trucs qui allaient dans les herbes, puisqu'on marchait à 4 pattes, de rentrer dedans. Mais ce vestige évolutionnaire n'a pas de fonction physiologique aujourd'hui. Comment dirais-je, il n'a pas de réalité. L'immense majorité des femmes n'ont pas d'hymen quand elles ont leur premier rapport sexuel. Donc non seulement
Ça ne doit pas être douloureux d'avoir un premier rapport sexuel, mais en plus, ça n'a absolument aucune raison de faire saigner. Si une femme a un premier rapport sexuel douloureux et qu'elle saigne, c'est que ça a été un rapport sexuel violent. D'accord. Vous m'entendez toujours? Ouais, je vous entends. Vous me voyez? Oui, je vous vois. Ah, d'accord. Parce que moi, j'avais perdu l'image, alors je ne savais plus où vous étiez. Je vous écoute religieusement. Peut-être pas quand même. Et ce sera la dernière question aussi, on passe du coq à l'âne, mais voilà. Peut-on boire et fumer en étant enceinte? Écoutez, une femme fait ce qu'elle veut. Néanmoins, on sait que le tabac et l'alcool ont un effet délétère sur l'embryon et sur le fœtus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas... On le sait mieux d'ailleurs pour le tabac que pour l'alcool. On sait que le tabac entraîne des retards de croissance intra-utérine pour des doses très faibles. Tout simplement parce que la nicotine qu'il y a dans le tabac entraîne ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire que ça contracte les vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins du placenta sont très sensibles à la nicotine. Or, ce sont ces vaisseaux sanguins qui permettent les échanges de nutriments entre le corps de la mère et le corps du fœtus. Donc, fumer, c'est compromettre ces passages qui sont des passages importants pour la croissance. L'alcool, c'est autre chose. L'alcool, c'est une substance qui est toxique pour le système nerveux et pour le foie. Quand une femme boit de l'alcool, inévitablement, il y a une partie de cet alcool qui passe par le placenta, puisque tout passe par le placenta. Et donc, cet alcool peut être toxique pour le foie du fœtus ou pour son système nerveux. On ne connaît pas, et c'est ça le problème, on ne connaît pas la quantité optimale ou minimale d'alcool ou de tabac qu'on pourrait se permettre sans que. Tout simplement parce que, encore une fois, les femmes ne sont pas des machines, les embryons ne sont pas des machines, le placenta, ce n'est pas une machine, tout ça, c'est des organismes physiologiques, et qu'on ne connaît pas leur fonctionnement individuellement, parce qu'il y a des variations individuelles. Il y a des gens, très probablement, il y a des femmes pour qui, même si elles boivent un verre de vin par jour, eh ben, il n'y a pas d'alcool qui passe, et d'autres, elles boivent une demi-coupe de champagne et tout l'alcool passe. Mais on ne sait pas faire la différence entre ces différentes femmes. Donc, moi, je donne ces informations. Après, chaque femme fait ce qu'elle veut, en sachant que s'il y a des conséquences, c'est elle qui va devoir les assumer. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête d'emmerder les femmes dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'une femme qui fume et qui boit de l'alcool pendant sa grossesse, peut-être qu'on peut l'aider à faire en sorte qu'elle fume et qu'elle ne boive pas, mais qu'on ne l'emmerde pas. Parce que si on l'emmerde, on augmente son stress et elle va fumer, elle va boire encore plus. Une femme qui n'a pas envie de fumer, qui n'a pas envie de boire, surtout de boire, et qu'on dit « Ah, bah tu verras, une coupe de champagne, c'est rien. » Non, qu'on arrête de l'emmerder. Je crois que c'est ça qui est important. Moins on emmerdera les femmes dans un sens ou dans l'autre, plus on leur donnera d'informations, et plus elles feront des choix qu'elles assumeront elles-mêmes. Si elles sont capables d'assumer une grossesse, elles sont capables aussi d'assumer les conséquences de leur comportement pendant la grossesse et de prendre les décisions qui leur paraissent appropriées. Toute attitude qui consiste à dire « elles ne savent pas ce qu'elles font » est paternaliste et inadmissible. Merci beaucoup, je crois que c'est une chouette note pour se quitter. Je vous ai gardé hyper longtemps. C'est pas grave. Mais bon, j'ai appris plein de trucs, c'était super. Ben écoutez, tant mieux. Moi, je suis ravi d'avoir pu vous répondre. Merci de vous intéresser au livre. Ben, merci à vous pour votre travail. C'est super, quoi. Et merci d'avoir accepté de me répondre. Je vous en prie, je vous en prie. À très bientôt. Et puis, on va vous envoyer bientôt les images et le son. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Bon après-midi. Mais vous aussi, au revoir. Ah bah parfait. Allô?